the rest of your life to be as dull as you wish. But while you're here, fall in love. Make mistakes. Life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. Sometimes I have an urge too strong to ignore. La suite des aventures de la plus parisienne des Américaines, Emily in Paris, est de retour sur Netflix. And Just Like That, la nouvelle saison événement de Sex and the City. Et puis, le grand retour du Passager Noir après 8 ans d'absence, c'est dans Dexter New Blood. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition 100% série de À l'affiche avec notre chroniqueuse Nina Masson. Bonjour Nina. Bonjour Laure. Et notre invitée aujourd'hui, Philippine Leroy-Beaulieu. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à vous, merci. Vous incarnez Sylvie Gratton, la directrice marketing de l'agence Savoir dans Emily in Paris, qui revient donc pour une deuxième saison. On va parler de votre rôle dans un instant, mais d'abord, Nina va nous rappeler les fondamentaux. Alors, Emily in Paris, c'est la série que les Parisiens adorent détester, soit la mise en scène d'un Paris rêvé, sans pigeons, sans ligne 13 aussi, sans RER, sans gros lourd aussi, il faut le dire. Bref, l'histoire d'une jeune Américaine qui, en arrivant à Paris, ne débarque pas gare du Nord comme tout le monde, mais dans une chambre de bonne de 40 mètres carrés, sans vis-à-vis. L'histoire d'Emily, donc, qui ne prend pas le métro pour aller travailler et qui a pour mission d'imprimer sa patte américaine à l'agence de marketing de luxe qui l'emploie. Elle va devoir se faire accepter par ses collègues et surtout par sa patronne, Sylvie Gratton, que vous incarnez, Philippine Leroy-Beaulieu. Vous êtes parfaite dans la peau de cette chef française, super chic, super snob, super bilingue aussi. D'abord, Philippine Leroy-Beaulieu, qu'est-ce qui, selon vous, explique l'incroyable succès de cette série, près de 58 millions de vues sur Netflix? Je pense que c'est une grande boîte de chocolat qui se dévore et qu'elle est sortie à un moment où tout le monde avait besoin de ça. C'est un Paris très stylisé, très rêvé et que finalement, même si les Parisiens l'ont mal pris, c'est quand même un Paris qu'on a envie de voir. Et puis voilà, et puis il y a le talent de Darren Star qui, malgré tout, en enrobant tout de chocolat, arrive à raconter des choses un tout petit peu plus piquantes qu'on ne l'imagine. Alors, pour se faire une petite idée de ce qui nous attend dans la saison 2, on va regarder la bande-annonce. Okay. When I went to go say goodbye to Gabrielle, it turned into the most incredible night of sex that I've ever had in my entire life. Get it, girl? No! On top of the world now. Gabrielle has decided to stay in Paris, but there's something else behind this. I just don't know yet what it is. I need to explain myself. The more you say, the worse it sounds. Which is why I have to talk to her. Ooh, that sounded desperate. You got that new, you got that new you. I used to be so decisive. And ever since I moved to Paris, my life has just been chaotic and dramatic and complicated. Oh, Emily, you're getting more French by the day. Alors Philippine Leroy-Beaulieu, on a vu des belles images, mais on n'en sait pas tellement plus sur l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? C'est une saison qui est pleine de triangles. Partout. Il y a des triangles professionnels, des triangles amoureux, des triangles. On essaye de les résoudre et certains arrivent à les résoudre avec grâce et d'autres avec un certain panache. C'est une série qui joue donc sur les stéréotypes, qui les pousse même à l'extrême. Pourquoi justement, à votre avis, les Parisiens, les Français adorent détester ces clichés, adorent détester Emily in Paris? Je sais pas, je me suis demandé si les Français manquaient cruellement d'humour, s'ils n'avaient pas compris que Darren Star se moquait autant de nous que des Américains. Et peut-être parce que culturellement, ils avaient cette difficulté à comprendre qu'effectivement, il était en train de se moquer de cette jeune Américaine qui sait tout et qui arrive un peu telle une Barbie à Paris, alors qu'il s'en moque profondément aussi. Votre personnage donc dans Emily in Paris, c'est une sorte d'Anna Wintour à la française. C'est une femme de tête, une femme qui a réussi. Et pourtant, à aucun moment, elle ne se revendique féministe dans la série. Comment vous l'expliquez ? Parce que je pense que c'est une femme d'une génération qui revendique le féminisme autrement. C'est la puissance des femmes à travers leur féminité et pas à travers la négation de la féminité. Donc, en fait, elle se bat un petit peu contre une tendance qui est un féminisme sans féminin. Et dans quelles ressources vous avez puisé justement pour incarner ce pouvoir, cette femme de tête ? Moi, j'ai grandi avec une maman qui a travaillé dans la mode, où j'ai rencontré ce genre de femme depuis que je suis adolescente. Alors en fait, je les ai vues et ça a été vraiment un délice de pouvoir
voilà, les interpréter. Vous êtes tombée dans la marmite quand vous étiez petite. Je suis un peu tombée dans la marmite, je les ai vus autour de moi, ouais. Alors, vous incarnez aussi une femme forte dans 10%, qui a remporté il y a quelques semaines le prix de la meilleure comédie aux International Emmy Awards. C'est une forme de consécration pour les séries françaises. Pendant longtemps, elles ont été considérées comme un sous-genre, aussi bien par les grandes maisons de production, mais aussi par les acteurs. Et finalement, c'est en train de changer. Est-ce que c'est devenu un genre attractif aujourd'hui pour les interprètes ? Je crois que c'est super. En plus, il y a une vraie... On va dire qu'il y a une compétition dans l'écriture, puisque les plateformes font qu'on voit toutes les séries de tous les pays, et du coup, ça pousse tout le monde, tous les auteurs de tous les pays à se dépasser, et c'est formidable, nous sommes tous ravis. Vous avez des informations peut-être sur une éventuelle saison 5 ou un unitaire de 10% En fait, c'est un bruit qui court, mais qui pour l'instant n'est pas confirmé. D'accord. Alors, derrière Emily in Paris, pour revenir à votre actualité, il y a un réalisateur, un scénariste, vous l'avez évoqué au début de cet entretien, le même qui, il y a 20 ans, signait le tout premier épisode de Sex and the City. Il s'agit bien sûr de Darren Star. On parlera du reboot dans un instant. Mais comment s'est passée cette collaboration entre vous deux ? Mais magnifiquement, c'est quelqu'un qui nous regarde. D'abord, c'est quelqu'un qui a un énorme œil pour le casting, et puis c'est quelqu'un qui nous regarde vivre et qui s'inspire de nous pour écrire. Donc, c'est un délice, en fait. Hein. Il a un œil très perçant. C'est quelqu'un qui voit les gens au-delà de ce qu'ils sont en apparence, et c'est vraiment quelqu'un de profondément intelligent. Donc, c'est pour ça que je dis cette histoire qui est couverte de sucre, elle raconte un tout petit peu plus de choses que ce qu'on peut imaginer. Et a priori, il y aura donc une saison 3 ? Si tout se passe bien, si tout le monde vient voir la série, oui, on aura une saison 3. Et on en parlera bien sûr sur ce plateau, et peut-être que vous reviendrez à cette occasion une fois de plus. En tout cas, merci beaucoup Philippine Laura Beaulieu. Donc vous êtes dans la saison 2 également d'Emily in Paris. Merci. Et alors Nina, on parlait de Sex and the City, dont le premier épisode était signé Darren Star. C'était il y a 18 ans, le dernier épisode de la dernière saison. Les héroïnes sont pourtant de retour cette fois-ci avec un Just Like That. Elles reviennent tout ou presque. Oui, tout ou presque, parce que le personnage de Samantha n'est pas de la partie. Son interprète Kim Cattrall, on le sait, on l'a entendu partout, elle a rendu son tablier. Il reste donc Carrie, Charlotte et Miranda. Et quel plaisir de les retrouver à New York, toujours 20 ans plus tard, puisqu'elles ont maintenant 50 ans. On ne résiste pas, si vous êtes fan comme moi, je ne sais pas si vous l'êtes, Philippine Laura Beaulieu. Oui, je l'avais regardé. Donc on ne résiste pas à la tentation de voir d'une part ce qu'elles sont devenues, mais aussi de voir comment l'amour et la sexualité ont évolué ces 20 dernières années. Pour se faire une idée, on regarde la bande-annonce. Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Alors Nina, en 20 ans, la société a bien changé et les créateurs de la série semblent l'avoir compris. Oui, c'est ce qui frappe dès le premier épisode, c'est cette volonté de marquer de manière un peu franche, voire un peu forcée, je trouve, ce changement des mentalités. Mais je trouve que ça sonne un peu faux parce que tous les clichés sont alignés. On a la mainmise des réseaux sociaux, la génération podcast, la question du genre et de sa fluidité. Comme si la série cherchait à tout prix à se racheter, à corriger son défaut originel qui était son manque cruel de diversité. L'intention est bonne, bien sûr, la mise en pratique un peu moins sur ce point précis. Alors du point de vue de l'écriture, le premier épisode se termine sur une bombe scénaristique, on le précise, qui fait prendre un virage aussi dramatique qu'inattendu à la série. Oui, alors il y a un rebondissement énorme, je ne vous dirai pas lequel pour ceux qui ne l'ont pas vu, ne vous inquiétez pas, mais ce rebondissement est donc absolument inattendu. Il va même jusqu'à donner son titre à la série And Just Like That. Et juste comme ça, en un claquement de doigts, tout peut basculer, tout peut s'éteindre. C'est tout le sens de ce nouveau chapitre qui est abordé et se concentre sur la cinquantaine. On écoute Sarah Jessica Parker à ce sujet. Il est logique que ce chapitre soit l'un des plus passionnants de la vie. C'est souvent une période où il y a de grands changements, où il y a une perte, où il faut repenser à ce que l'on veut vraiment, à qui l'on est vraiment,
avec qui on veut être et à ce que l'on veut vraiment dans la vie. Donc je ne suis pas surprise que ces histoires soient si intéressantes à raconter. Je suis ravie qu'on puisse le faire. Voilà, and just like that, et juste comme ça, on sort du conte de fées. Ça redonne une vigueur à toute la saison à venir. Il y a une attente qui se forme et c'est extrêmement prometteur. Autre point qui, moi, m'a personnellement intéressée, c'est le fait de mettre à l'image des femmes de 50 ans, alors qu'elles ont longtemps été invisibilisées sur le petit écran. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de revoir ces héroïnes 20 ans après ? Moi, je trouve ça formidable qu'on puisse voir des femmes de tout âge à l'image. Je pense qu'on est dans une société qui a pendant très longtemps refusé de vieillir. Maintenant, il faut accepter de vieillir, que le vieillissement même se voit et que c'est pas grave. Et j'ai parlé avec ma fille il n'y a pas très longtemps, qui a 30 ans, qui me disait « Maman, si on vit dans une société où les femmes n'ont pas le droit de vieillir, j'ai pas envie de vivre ici. » Et ça a été un coup de poing dans le ventre et elle a raison. Il faut vraiment qu'on s'autorise à vieillir. Et là encore, entre les États-Unis et la France, il y a un gap, un fossé sur la manière de représenter ces femmes. Les actrices là, du reboot ont subi des attaques, des critiques sur les réseaux sociaux. Ce serait impensable en France, enfin, pas aussi violemment. Ouais. Non, oui, je pense qu'on risque d'être un peu plus respectueux. Et en même temps, en France, on est quand même... C'est un peu plus hypocrite, hein, cette chose de on respecte soi-disant, mais... Peut-être plus insidieux. Pardon ? Peut-être plus insidieux. C'est plus insidieux, ouais. C'est vrai. Il y a une certaine misogynie insidieuse en France, quand même, à un endroit. Il faut faire attention à ça. Je pense que les femmes doivent se défendre. Oui, ouais. Bien sûr, c'est vrai. Alors, tous les héros vieillissent, c'est le cas aussi des hommes, notamment de Dexter, le serial killer le plus célèbre du petit écran, qui reprend lui aussi du service après 8 ans d'absence, Nina. Oui, on retrouve notre tueur en série préféré, exilé quelque part dans le Grand Nord, une décennie après avoir laissé derrière lui son jeune fils et un nombre assez conséquent de cadavres dans la baie de Miami. Il nous est d'abord présenté comme un homme bien sous tout rapport, jusqu'à ce qu'il finisse par renouer inévitablement avec son activité de tueur en série éthique, pourrait-on dire. Et je trouve, contrairement aux critiques américaines qui ont été acerbes sur ce reboot, que Dexter a su se réinventer. Il y a un changement de décor, puisqu'on est dans le Grand Nord et non plus à Miami. Un changement de paradigme aussi, puisqu'il est désormais père d'un adolescent. Et même si la recette Dexter reste inchangée, eh bien le plaisir que l'on prend à le retrouver est, lui, absolument intact. Eh bien, merci beaucoup, Nina. C'est déjà la fin de cette émission. On va se quitter avec justement quelques images de Dexter New Blood à voir sur Canal+. Merci beaucoup à vous, Philippine Leroy-Beaulieu, d'être venue. Vous êtes donc dans la saison 2 d'Emily in Paris, qui revient donc sur Netflix. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24. I walk through this world, faking it. Knowing if someone knows who I am, that's it. This is all about blending in. Vous venez de regarder votre programme. Dites oui au matin qui chante avec les matelas Ève. Ève, la vie en jaune. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. The finest years I ever knew, and I would give anything I own, give up my life, my heart. Plus que jamais, c'est la saison des retrouvailles. Célébrons-la avec Orange. Orange.